Nous aimerions être épaulés, rassurés, nous aimerions nous éclaircir les idées, parler à une personne de confiance, se reposer l'esprit, avoir un point d'appui, partager les soucis et savoir les exprimer. Nous avons récemment créé à Bordeaux INP un réseau d'écoute et d'accompagnement pour les étudiants en difficulté. Et depuis quelque temps, nous avons constitué un groupe d'élèves qui s'appelle les ambassadeurs du réseau, qui ont la mission de donner de la visibilité au réseau et puis d'orienter les camarades en difficulté vers les membres du réseau. Et ce soir, ce sont les ambassadeurs qui ont proposé le thème de la soirée, à savoir le regard des autres. Le regard des autres qui fait écho aussi aux conversations des membres du réseau avec les élèves, parce que certains étudiants disent qu'ils ne se sentent pas légitimes au niveau dans leurs écoles. Alors, pour cette table ronde, nous recevons 4 intervenants ce soir. Cédric Brun, qui est philosophe, maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne. Ludovic Renard, qui est politologue à Sciences Po Bordeaux. Marion Vasseur-Alluy, qui est commissaire d'exposition, qui est associée à la résidence Les Furtifs du CAPC, du Musée d'art contemporain de Bordeaux. Et puis Élise Subal-Kubler, qui est l'une de nos élèves, une de nos ambassadrices, élève en 2e année de l'ESSER Matmeka. Ce que je vous propose, c'est que chaque intervenant se présente d'abord, et puis réagisse par rapport au titre de la soirée. Ils échangeront entre eux, et puis nous proposerons aussi un échange avec la salle. Alors, je vais d'abord donner la parole à Élise, qui va nous expliquer pourquoi les ambassadeurs ont choisi ce thème de travail, pourquoi c'était important pour vous, pour les étudiants, de parler de ce thème. C'est bon? Oui. Donc du coup, oui, c'est nous, les ambassadeurs du réseau d'écoute, qui avons choisi ce thème sur le regard des autres. C'est vrai qu'on s'est réunis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une difficulté que rencontrent de nombreux étudiants de tout Bordeaux INP, mais aussi de toute la France. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est persistant, qui est constamment collé à nous. On a par exemple plusieurs exemples liés à nos résultats scolaires, par exemple. Certains veulent rendre fiers leurs parents, enfin, je suppose beaucoup d'élèves, mais sans forcément avoir une pression de leurs parents, mais juste, ils ont le regard du coup de leurs parents qui pèse un petit peu sur eux. Il y a aussi des étudiants qui sont du coup en difficulté financière et donc qui se sentent redevables envers leurs parents du fait de peut-être leur sacrifice, entre guillemets, du coup lié à cette situation financière. Mais on a aussi des exemples un peu plus concrets, comme par exemple passer au tableau, qui peut, pour certains, être une peur, parce qu'on a peur de pas réussir à résoudre l'exercice, de pas répondre à la question, de bégayer pour un oral, et donc du coup on a ce regard de jugement des élèves pendant cet exercice, et donc qui peut avoir un sentiment de honte, et ça peut en mettre beaucoup mal à l'aise. Mais on a aussi relevé les comportements en soirée, par exemple, ce qui est un petit peu typique des étudiants. C'est que, par exemple, en soirée, on va être dans un groupe avec des amis. On n'est pas forcément quelqu'un qui va boire beaucoup d'alcool ou juste boire tout court. Et en fait, le groupe d'amis va nous dire, si, vas-y, bois, on va passer une bonne soirée, etc. Et comme on veut pas les décevoir, comme on veut pas passer entre guillemets pour le nul de service ou je ne sais pas, et on va se retrouver donc du coup à être forcé de faire des choses qui ne nous plaisent pas pour justement plaire au regard des autres. On a également aussi relevé, c'est tout bête, mais par exemple quand on danse en soirée, c'est quelque chose qu'on a relevé avec notre groupe. Certains ont un peu peur du ridicule, et c'est vrai qu'on peut se sentir moqué, et certains c'est quelque chose qu'ils vivent mal. On a également relevé aussi le choix vestimentaire. Donc ça c'est un exemple d'un élève du coup de l'ENSER Matmeka. Donc c'est un jour, je crois, il était au collège ou au lycée et il portait un pantalon bleu avec des carreaux jaunes et quelqu'un lui a fait la réflexion comme quoi il ressemblait à un clown. Et c'est vrai qu'il me dit que depuis ça l'a pas mal refroidi, ça l'a calmé et du coup il porte plus forcément ce genre de vêtements alors que il adore porter des vêtements qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est vrai que pour lui
Enfin, on peut avoir l'impression que le regard des autres, c'est quelque chose de très lourd, mais en fait, juste une petite réflexion et tout de suite, c'est compliqué à gérer. On a également aussi relevé la propagation de rumeurs malveillantes. Donc, on a eu, parce que moi, je suis aussi, en plus de ça, du coup, responsable des VSS donc à mon école. Et donc, j'ai eu un cas, par exemple, d'une élève pendant un week-end d'intégration, qui est juste partie dormir dans son bungalow parce qu'elle était fatiguée. Et un garçon, pendant le week-end, a lancé une rumeur comme quoi elle aurait eu des rapports sexuels avec une autre personne du week-end, alors que c'était complètement faux. On avait des témoins, c'était sûr que c'était pas vrai. Et du coup, suite à ça, cette fille, elle s'est fait juger, elle s'est fait aussi insulter de filles faciles ou d'autres choses. Et donc c'est vrai qu'on comprend pas vraiment pourquoi les gens ils lancent ce genre de rumeurs, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument dire ce genre de choses. Ils ont tendance à extrapoler, etc. Et c'est vrai que c'est un regard des autres qui est injuste. Et donc malheureusement ça arrive beaucoup aux filles, mais ça arrive aussi aux garçons, je pense. J'ai pas eu de cas cette année, mais on a aussi relevé du coup les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux on a l'impression que tout va bien dans la vie de tout le monde, etc. Et donc c'est un aspect du regard des autres qui est un peu plus particulier. Mais on s'est vite rendu compte que finalement, avec un commentaire sous un post ou un message privé, ben finalement, il peut y avoir du coup ces histoires de rumeurs, et donc ça peut être compliqué à vivre. Et donc on a aussi, enfin on pense nous, c'est ce qu'on a relevé en réunion, que les réseaux sociaux ils représentent un petit peu la part violente du regard des autres, parce que c'est vrai que c'est facile de juger, etc. Mais il faut bien se rendre compte que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en général, ben c'est pas la réalité. Il y a ce qu'on a relevé également, c'est la surinterprétation des regards. C'est vrai que on va tendance à avoir pensé tout le temps, constamment, que tout le monde nous juge, tout le monde se moque de nous, alors que pas forcément. Et c'est ça que on pense qu'il faut faire attention. Et donc on en a conclu qu'en fait le regard des autres c'est surtout un regard sur soi-même, et qu'il faut pas toujours le voir comme quelque chose de négatif, mais qu'il y a du positif. Certains ils en ont besoin, certains ils peuvent pas vivre sans. Et c'est quelque chose qui est important pour eux. Et donc c'est vrai qu'on en a conclu que oui, tous les jours il y a étudiants, collégiens, lycéens, mais aussi les personnes du monde du travail qui sont confrontées à ce regard. Et donc du coup c'était important pour nous d'en parler autour de cette table ronde. Alors, c'est moi qui commence. Derrière, écoutez, merci en tout cas pour l'invitation. Merci à Nathalie, merci aux ambassadeurs de ce réseau d'écoute. Et enfin, moi, ça fait plusieurs fois que je viens au réseau d'écoute et je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative et je trouve que apparemment, ça porte ses fruits, donc c'est chouette. Donc, je suis Cédric Brun, je suis maître de conférence en philosophie, spécialisé en philosophie des neurosciences, ce qui fait que je travaille à la fois pour mes enseignements à l'Université Bordeaux-Montaigne, mais pour ma recherche au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives sur le campus de Carrère. Je serai plus à l'aise à discuter modélisation computationnelle que regard des autres, mais c'est pas grave, on va quand même faire le travail. Alors, quand Nathalie m'a proposé d'intervenir sur cette question-là, j'ai tout de suite pensé à mon expérience en fait, d'enseignant, plus qu'à autre chose. Moi, j'ai passé 10 ans à enseigner la philo en terminale à des élèves de toutes sortes, de toutes filières. Certains intéressés par la philo, d'autres beaucoup moins. Et je me suis rappelé de la réaction qu'ils avaient quand, passage à peu près incontournable du programme de terminale de philosophie, je leur parlais de Socrate et de cette fameuse, vous savez, devise inscrite au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Et je leur expliquais qu'il y avait en fait un contresens autour du « Connais-toi toi-même ». « Connais-toi toi-même », c'est pas se connaître psychologiquement, individuellement, savoir ce qu'on est, non, c'est savoir quelle est notre nature propre. C'est notre nature d'être humain et le rapport que ça engage au monde et aux autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des élèves, malgré ce travail de déminage du terrain philosophique, gardaient en tête cette idée que, au fond, la philosophie, c'était de la psychologie, qui consistait, pour l'essentiel, à tourner son regard en soi-même, s'enfermer sur soi-même et regarder vraiment ce qu'on était au fond, individuellement.
Et la première chose que j'essaye de faire à partir de là, c'est de leur expliquer que en fait, ça n'a rien à voir avec la philosophie, que la philosophie, son travail, c'est de porter sur le monde. On parle du monde, on parle des choses réelles, du concret. Il n'y a rien de moins vaporeux que la philosophie. C'est compliqué, c'est technique, il y a une histoire de stratification de connaissances dans la philosophie, mais la philosophie, elle porte sur absolument tout. Vous avez de la philo de tout. Vous avez de la philo des séries télé, vous avez de la philo des super-héros, vous avez de la philo de la médecine, de la philo de l'économie, de la philo de l'ingénierie. Eh oui, oui, ça existe. Et donc cette image du philosophe dans sa tour d'ivoire, je pense que c'est le premier truc dont on doit s'éloigner. Et cette idée que la philosophie soit en prise à la confrontation au réel, c'est le premier point en fait que je voulais revenir sur ce sujet de ce soir, le regard des autres, parce que en fait la confrontation au réel, c'est d'abord la confrontation à ce que nous autres philosophes on appelle l'intersubjectivité, hein, la rencontre des subjectivités. Quand vous regardez autrui, effectivement, votre regard sur autrui est lui-même regardé par autrui. D'accord ? Il y a ce phénomène de miroir en permanence du rapport au regard. Et c'est notre premier contact avec ce qu'on pourrait appeler une sorte d'altérité active du monde. Altérité, ça veut dire l'autre. Alors parfois l'altérité, c'est juste le coin de la table sur lequel j'ai cogné mon tibia. Hein. Bon, c'est pas très actif. C'est complètement passif. Enfin, en tout cas, je suis passif à l'égard de ça. Enfin, si je peux râler après la table et l'insulter, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma douleur au tibia. Mais par contre, l'altérité active, c'est le fait que dans le regard de l'autre, je reconnais des traces de moi-même et des traces de mon rapport à l'autre. Et que finalement, ce rapport au regard de l'autre, ou ce regard de l'autre, il nous révèle à la fois des vertus, qui sont les nôtres, mais aussi des failles. Et parfois, ça révèle aussi les failles de l'autre ou les vertus de l'autre. C'est-à-dire que dans le regard de l'autre, ou des autres, je me reconnais plus ou moins en deux sens. Je me reconnais dans ce qu'il me dit de ce qu'il voit de moi, ou il ou elle, et ce que je vois de moi dans son propre comportement. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a cette double dimension-là qui est très très importante dans ce rapport à l'autre. Et en fait, ce qu'il donne à voir de nous-mêmes, ce regard de l'autre, ça peut être pénible. Élise l'a rappelé tout à l'heure, ça peut être pénible parce qu'on n'est pas forcément tout le temps très fier de soi-même, ou que quand on est fier de soi-même, on n'est peut-être pas tout à fait content de l'image que l'autre renvoie de ce qu'il a vu en nous. Et ça, c'est une violence parfois, alors Élise l'a rappelé, sur un certain nombre de situations très concrètes, c'est une violence qu'on a du mal à traiter, surtout si on reste seul. En fait, l'enfermement face au regard des autres, c'est un petit peu comme si vous étiez face à un miroir déformant, mais que tous les miroirs vers lesquels vous pouviez vous tourner étaient forcément déformants. Or, si vous avez fait un peu d'optique, et je suis sûr que certains d'entre vous en ont fait beaucoup, un miroir déformant, si vous ne le regardez pas, il ne déforme rien. Tout le monde me suit toujours ? Donc si je reviens là dans mon fort intérieur, si je reviens là dans mon isolement face aux autres, au fond, le regard des autres, je pourrais faire comme s'il n'existait pas. La seule action qu'il a sur moi, c'est celle que je veux bien l'autoriser d'avoir. Et pire encore, Élise le mentionnait tout à l'heure, les réseaux sociaux ou les médias sociaux, aujourd'hui, ils nous invitent à faire quelque chose qui est encore plus important, qui est non seulement de regarder le regard des autres, mais de le solliciter. Quand je poste des photos sur Instagram, des vidéos sur TikTok, etc., qu'est-ce que je fais sinon attirer le regard de l'autre ? Et inévitablement, si j'attire le regard, on me le renvoie. Et il y a un autre mécanisme dont vous avez sûrement entendu parler, qui est que tous ces médias sociaux fonctionnent sur le principe de la captation de l'attention. Et qu'est-ce qui capte le plus l'attention ? La violence. Donc plus vous allez chercher ce regard de l'autre à travers ces réseaux-là, plus il est probable que la réponse que vous aurez à travers ces réseaux-là, ce sera de la violence. C'est très difficile, je suis sûr que certains d'entre vous ont une expérience beaucoup plus étendue que moi de tous ces réseaux sociaux, même si j'en ai une petite, mais c'est très difficile d'avoir une conversation productive,
empathique, sérieuse, argumentée sur ces réseaux. Pourquoi? Parce que ça intéresse personne quand tout se passe bien. Ce qui intéresse les gens, c'est quand on est en train de commencer à ferrailler, quand on est en train de dire, non pas du mal, mais juste tendre la relation. Alors ça, c'est le premier point, c'est les réseaux sociaux. Il y avait un deuxième point qui me frappait, c'était, quand j'écoutais ce que disait Élise, c'était le rapport à la relation d'enseignement. Hein, avoir peur de passer au tableau, avoir peur d'être jugé, avoir peur de décevoir ses parents, ses amis, ses profs, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très, très marqué, surtout chez nous. Quand je dis chez nous, je veux dire en France. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des différences culturelles fortes, notamment avec les pays anglophones et anglo-saxons, sur ce point-là. C'est-à-dire que la peur de décevoir le prof, la peur de décevoir les parents, elle est moins importante ailleurs. Ici, on a placé une sorte de fierté énorme autour de la réussite dans les études. Moi, ce qui me frappe, là, en tant que prof, pour le coup, c'est le fait que notre système a intégré complètement l'idée que l'évaluation de vos travaux, de vos réalisations, finalement, elle n'était pas très très loin d'une évaluation de votre personne, de vos vertus, de vos qualités à vous en tant que personne, intrinsèque. Finalement, ce n'est pas votre travail qui a eu une note, c'est vous qui avez eu une note. Et ça, enfin, pour avoir été prof en lycée, combien de fois il a fallu que j'explique à mes élèves que non, j'ai pas mis 6 à votre copie. Enfin, j'ai pas mis 6 à vous, j'ai mis 6 à votre copie. C'est dur de prendre 6 à une copie. Mais c'est pas vous qui l'avez eu. Vous êtes sûrement génial, c'est pas la question. C'est juste que par rapport à ce qui était attendu, vous n'avez pas réussi à faire ce que je demandais. Or, tout notre système est basé sur l'idée que, alors je sais pas, il y aurait plein d'analyses socio-historiques à faire autour de ça, que le fond de l'affaire, finalement, ce serait cette image de soi qui serait mise à mal par l'évaluation. Moi, je reste persuadé d'une chose, et il faudra qu'on y revienne sans doute dans la discussion avec tout le monde, c'est que le fond de la relation pédagogique ou d'enseignement ou académique, elle repose sur une et une seule valeur, qui est celle de la confiance. Sans la confiance entre le prof, l'élève, le prof, l'élève, et le prof, ça ne marche pas. C'est un contrat de confiance, mais c'est le même qu'il y a en sciences, hein, entre les scientifiques. Si vous supprimez la confiance entre les scientifiques, c'est mort. Ça ne marche plus, la science. Parce que la science, ce n'est pas une œuvre personnelle ou individuelle. Dernier point, peut-être, c'est que nos parents, nos profs, nos amis, finalement, en choisissant cette position de personne de confiance, ou en l'assumant, parce qu'on ne la choisit pas forcément, ils assument aussi ce rôle régulateur du regard des autres. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vous dire « là, tu déconnes quand même. Ce que tu as fait, c'est pas bien. » Et ça, c'est important aussi. Hein. Cette dimension du regard qui vient en critiquant ce que vous avez fait, ou pas fait, vous dire il y a peut-être une marge de manœuvre, de progression, ou peut-être que tu devrais mieux prendre en compte tel aspect, peu importe. Et donc, ça nous impose aussi d'avoir ce regard sur le regard de l'autre qui n'est pas toujours une violence, qui est parfois quelque chose qui est fait pour notre bien. Quelque chose de fou, c'est que on prend pour un mal ce qui est la fonction principale de l'amitié, c'est ce que les Grecs appelaient la parésia, l'art de dire le vrai, de dire la vérité à son ami. Vous savez, les vérités qui font mal. C'est notre devoir en tant que prof de le dire aux élèves quand ils font un truc qui n'est pas bien. C'est votre devoir en tant qu'ami de dire à votre ami ce que tu as fait, c'est pas bien. Et en fait, on voit tout de suite que cette question du regard de l'autre, il n'est pas simplement dans la confrontation à mon image, mon ego, etc. C'est aussi cette démarche autour d'une transformation du rapport aux autres dans leur ensemble sous la forme d'une approche éthique. Parce qu'en fait, se poser la question « qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» c'est la base du questionnement éthique.
Et ce regard de l'autre, en fait, il nous oblige, au sens fort du terme obligé. Il nous oblige, il nous met en position de questionner pourquoi, comment, jusqu'où on a agi, comment on a agi. Comment on devrait agir la prochaine fois. Comment, dans cette situation, mon action s'inscrit dans ce réseau complexe là d'être sous le regard des autres tout en leur renvoyant moi-même un regard critique. C'est cet élan-là qui va de la compréhension à la compassion, qui ne peut s'incarner finalement dans nos comportements et nos actions sans la certitude que le regard des autres est tout le temps porté sur nous. En gros, quand vous pensez ne pas être observé, vous êtes beaucoup plus tenté à faire n'importe quoi. C'est ce que toutes les études de psychosocial montrent, par exemple, sur les phénomènes de torture, montrent sur les phénomènes de déshumanisation des autres. Moins on se pense être observé, regardé, et donc on nous renvoie notre propre image, moins on a tendance à agir moralement. C'est des mécanismes qui sont compréhensibles par plein de points, mais finalement, s'il y a cette dimension régulatrice du regard de l'autre, c'est quelque chose qu'on intègre. Alors ça peut devenir pathologique, ça peut faire souffrir, effectivement, mais il y a aussi une fonction qui est sans doute centrale ici autour de cette capacité à prendre en considération le regard de l'autre dans notre agir, notre action, notre comportement. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci Cédric. Merci Cédric, merci Nathalie, bonsoir à tous. Donc moi j'ai pris connaissance donc de ce thème et puis des textes que vous avez produits et de cette réflexion et ça m'a fait penser à un terme qui s'appelle les états d'âme et pour différentes raisons, parce qu'il se trouvait que j'avais publié une petite recherche dans laquelle j'utilisais ce terme, cette notion, ce concept, je vais y revenir. Et puis parce que ça me permet de parler un petit peu de ce que peut être l'entrée sociologique, puisque bon, moi je suis un politologue, c'est-à-dire un sociologue du politique, la politique étant une sphère d'activité sociale parmi d'autres, avec ses spécificités propres, mais voilà, le socle c'est la sociologie. Donc cette notion d'état d'âme me permet voilà, de vous dire, en rendant hommage à celui qui a utilisé, qui est un sociologue qui s'appelle Danilo Martuccelli, qui est originaire de Bordeaux, qui maintenant enseigne à Paris, de répondre aux questions que vous posez. Alors quand on vous écoute, on est frappé bien sûr par la peur que suscite ce regard de l'autre, la contrainte sociale que ça peut faire sur vous, la honte que ça peut générer, voire l'état pathologique. Hein, on connaît tout ça en tant qu'enseignant ou responsable de formation, etc. Donc, on serait tenté de faire une réponse qui serait plutôt de l'ordre de la psychologie, en disant bon, c'est effectivement un ressenti des difficultés psychologiques qui sont liées à la vie en société, à l'altérité, à la rencontre avec les autres. Bon, mais on peut avoir une approche sociologique. Alors les sociologues, quand ils regardent la société, ils cherchent pour dire ce qu'est la norme, ils cherchent d'abord ce qui est fréquent. Bon. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Hein. Ce type de souffrances que vous exprimez, elles sont fréquentes, elles sont repérées, analysées, partagées. Et le fait qu'on se retrouve ici dans un réseau d'écoute et d'accompagnement, c'en est bien sûr l'illustration. L'autre outil pour les sociologues, de la même manière que les philosophes, certainement que les artistes ou les créateurs, c'est d'utiliser donc des concepts et des notions pour nous permettre de voir différemment la société. Donc c'est le cas avec cette idée je vais y revenir, avec cette idée des états d'âme, d'accord ? Donc brièvement, moi ce que je voudrais
poser comme question, c'est pourquoi il y a cette situation d'inconfort? Pourquoi vous faites part de cette situation d'inconfort? C'est dû à quoi en particulier dans la société? Et puis la question que se pose bien sûr un sociologue, c'est de se dire, est-ce que ça traduit une désintégration forte de la société, c'est-à-dire finalement des individus qui font preuve d'un sentimentalisme tout à fait personnel et subjectif dans leur coin, ou est-ce que en fait ça traduit au contraire une participation, une forme de participation à la société, en tout cas une projection, en tout cas la prise en considération de l'autre? Alors, ma réponse, elle est plutôt positive. Donc, voilà, je fais déjà la conclusion, mais pour essayer de vous motiver, c'est de dire, c'est ce que dit Martuchelli, c'est finalement les états d'âme, c'est bien. Bon, faut pas que ça, effectivement, que ça nous conduise à trop en souffrir, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que ça traduit notre engagement dans la société et la volonté de donner sens à notre engagement. Donc, c'est bien d'avoir des états d'âme de ce point de vue-là, pour peu qu'on arrive, bien évidemment, à les maîtriser. Donc, quel est le point de départ de cette réflexion? Le point de départ, c'est de se dire, finalement, j'éprouve une certaine méfiance à m'engager dans la société ou à y participer, parce que je peux effectivement avoir ce jugement sur moi, et donc je vais plutôt me mettre à l'écart. Hein. C'est même pas de la désillusion, parce que l'engagement va forcément avec la désillusion. Quand vous faites quelque chose, ben, souvent ça ne remplit pas toutes vos attentes et tout ce que vous en attendiez. C'est vraiment le fait de se méfier finalement, de ne pas vouloir prendre part à la société, dont on sait que bien sûr, ce qui intéresse les sociologues, c'est la capacité d'intégrer les personnes, les individus autour de différents rôles sociaux qui permettent justement de limiter la subjectivité, parce que nos rôles sociaux de pères, d'étudiants, de profs, tout ce que vous voulez, nous offrent une certaine forme d'objectivité qui fait qu'on ne passe pas son temps à se poser des questions. Voilà, si je veux faire cette opposition entre objectivité et subjectivité. Ben, les états d'âme, là-dedans, ils jouent un rôle tout à fait particulier. Et encore une fois, mon idée, c'est que ça traduit une certaine forme que vous êtes les témoins à travers ce que vous dites d'un certain état de la société, et qu'en tant qu'individu, vous l'exprimez. Ben, les états d'âme, ça a cette vertu de permettre précisément les doutes que vous pouvez avoir, eh bien, de les rendre tolérables. Dans quelle mesure? En tant qu'individu, on ressent tous qu'il y a plein de choses qui nous arrivent, et la société ne manque pas d'exemples qui font qu'on n'a pas la main dessus, qu'on est pris dans différents engrenages affectifs, sociaux, économiques, etc. Encore une fois, tout ça lié à nos rôles. Donc on est pris dans cet engrenage, mais en même temps, Martuchelli dit, on a le sentiment que on n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur toujours aussi de ces engagements, de ces propositions, de ces rôles sociaux, etc. Et bien précisément, l'état d'âme, les états d'âme, c'est leur rôle de régler cette distance qu'il peut y avoir précisément entre le fait de « ça m'échappe, je n'y peux rien, je suis qu'un instrument » et le fait de se dire « peut-être que j'ai pas été tout à fait à la hauteur. J'ai pas eu le bon comportement, j'ai pas renvoyé la bonne image, etc., etc. » Ceci dit, le rôle d'un sociologue, c'est de pas d'en rester là. Le rôle d'un sociologue, c'est de dire, mais ce sentiment que peut ressentir l'individu, il vient d'où dans la société? Et c'est là où la société, elle change, elle ne ressemble, elle n'est pas toujours... il y a des étapes. Hein, vous voyez bien, quand on parle aujourd'hui de ces questions qui sont assez saillantes, hein, nous, on a un certain nombre d'enseignants là qui avons un petit peu d'expérience. J'ai été à la direction des études de Sciences Po Bordeaux. Je peux vous dire que les difficultés psychologiques que connaissent nos étudiants,
il y a 15 ans ou 20 ans, c'était pas ce que l'on voit aujourd'hui, avec des structures spécialisées, des personnes dont c'est les compétences de prendre en charge ces souffrances, etc. Il y a vraiment une évolution de la société. Et là, donc, on peut s'interroger. Est-ce qu'on fait les bons choix collectifs? Est-ce que nos orientations de société sont bons ou pas? On a des excuses. Hein. On est dans une évolution de la société, une globalisation qui fait que les choses objectives qui pèsent sur nos comportements et nos actions, c'est pas toujours facile de les repérer. Hein. La société change, vous voyez, l'éruption des technologies nouvelles, etc. Ça va demander du temps et du recul avant qu'on comprenne exactement comment on est sollicité dans ces évolutions-là. Donc, en tirer des conclusions générales et demander, par exemple, à la sphère politique d'essayer de changer ce qui peut peser sur nos comportements, ça prend un peu de temps. Alors, on réagit, les institutions mettent en place des dispositifs qui permettent effectivement de prendre en charge cette préoccupation sociale et ce problème social. Le politique s'en saisit parce que, bien sûr, ça fait partie de son travail, mais ça prend du temps. Et là, il y a quelqu'un qui est plus malin, si je puis dire, que le politique et que le collectif, c'est l'individu. Et c'est là où il y a un petit piège, et c'est là où on peut vraiment porter le fer dans la plaie, c'est est-ce que précisément cet inconfort, il n'est pas lié à une responsabilité trop forte qu'on confierait aux individus qui vont considérer que s'ils ne réussissent pas leurs études, c'est leur faute. Hein, je rejoins ce que disait tout à l'heure Cédric, c'est leur responsabilité. Tout ça pour dire, est-ce qu'on n'est pas dans une société dans laquelle on nous fait en permanence penser que ce qui nous arrive, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. D'accord ? Pas sous la forme de la culpabilité qu'on a pu connaître, etc. Les individus se sont assez bien émancipés de ça. Les individus font des choses pas de manière instrumentale, pas parce que ça leur porte intérêt, mais parce qu'ils y croient. D'accord ? Mais quand ça marche pas, est-ce que il faut se dire forcément c'est ma responsabilité. La société ne nous aide pas à sortir de cette difficulté-là. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a donné beaucoup plus, et c'est heureux, de latitude d'action à titre individuel. Et ça, c'est ce que montre très bien Martuccelli, c'est-à-dire que là où précédemment on aurait fait appel à l'institution, qui aurait donné ses normes, qui aurait dit c'est comme ça. Donc cherchez pas à réfléchir, si vous faites ce qu'on vous dit, ça se passera bien. On n'est plus dans cette situation-là. Et ça, c'est à double tranchant pour l'individu. Il est heureux de ne pas recevoir effectivement cette norme, d'avoir sa marge de liberté. Je pense qu'on est tous contents du fait que on peut faire son rôle d'enseignant de manière très différente, on peut vivre son rôle de père de manière très différente, son rôle d'ami de manière très différente, peut-être plus variée et différente qu'il y a un certain temps. On s'en réjouit tous, mais la tendance de l'individu, quand il va y avoir des difficultés précisément dans cette relation, dans ce rôle social, eh bien, ça va être d'essayer de trouver par lui-même la stratégie. Et là encore, la société a évolué. La société, elle a fait que l'individu, il a pris du pouvoir, il a de l'empowerment, comme on dit, hein, c'est-à-dire que grâce à la réflexivité, et notre monde social, il est beaucoup plus intelligent, parce que même si les réseaux sociaux, ça peut être une cochonnerie, ça vous donne plein de clés de lecture du monde social que vous auriez même pas eu. Moi, quand on était étudiant, on n'avait pas l'accès à la connaissance que vous avez, etc. Enfin voilà. Donc, l'individu, il va avoir tendance, quand il va être en difficulté, à se mettre à l'abri en analysant la société, la situation sociale et en trouvant les marges de manœuvre qu'il peut avoir. En faisant ça, il se sauve, il peut soigner ses états d'âme, mais en même temps, il remet une petite couche dans l'idée de c'est à moi de trouver la solution, je peux m'en sortir. Bon, on pouvait prendre ça dans toutes les situations d'amitié, professionnelle, etc. Ça marche assez bien. Donc,
Quand il le fait en permanence, ça peut être pathologique, ça peut virer au narcissisme, c'est-à-dire de penser que moi seul j'ai la solution et il faut que je me regarde moi tout seul parce que c'est en disant mort à la société, les autres ont tort, c'est moi qui ai raison, etc. Je vais m'en sortir. Et ça peut vraiment être très dangereux. Ça peut conduire à la victimisation. Et voilà, c'est les articles auxquels je pense de Martuccelli ne font pas du tout référence à la situation actuelle, hein, donc pensez pas forcément, mais il y a bien longtemps, hein, donc pas dans la société post-Covid, pas dans la société des réseaux sociaux, etc. La victimisation, ça veut dire, c'est une très bonne stratégie, parfois pour l'acteur. J'ai trouvé, je suis victime du système. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous voyez très bien que ça peut être une façon aussi pour l'individu de se sortir de la situation en disant c'est pas moi, je suis victime du système, je n'ai aucune responsabilité dans ce qui m'arrive. Voilà, j'en termine là pour vous dire que avoir se poser des questions, c'est état d'âme au sens où j'ai essayé de le définir, de savoir placer sa subjectivité, ce ressenti par rapport aux contraintes objectives de la société. C'est notre rôle, hein, de la même manière que Cédric disait, il faut faire le job, accepter que quelqu'un vous dise vos vérités, etc. Eh bien, il faut le faire, mais ne pas s'étonner d'être dans la situation inconfortable que ça peut générer. Moi, je m'appelle Marion. Je ne suis pas enseignante, donc je ne vais pas faire l'exercice comme vous le faites, je crois. Par ailleurs, même si on n'est pas nombreux, le dispositif m'impressionne, puisque tout le monde me regarde, et donc c'est bien le sujet de la discussion. Donc Nathalie m'a invitée dans le cadre de mon travail. Je suis commissaire au CAPC, qui est le musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir, mais vous êtes les bienvenus. Mon poste au CAPC, c'est commissaire. Ça peut sembler un peu autoritaire comme terme, mais c'est le titre qu'on nous donne. Donc, je suis plus spécifiquement commissaire associé au programme de résidence. De manière concrète, mon travail, c'est d'inviter, accompagner, produire avec les artistes, donc dans le cadre de la résidence. Mais au CAPC, mon travail dépasse le cadre de cette résidence, puisque je suis aussi amenée ponctuellement à coordonner les expositions. Ça veut dire accompagner d'autres commissaires à produire des expositions. Et puis de temps en temps, je suis commissaire d'exposition. Et dans ce cas-là, c'est moi qui fais les expos. Notamment là en ce moment, je travaille sur un projet qui ouvrira en juin et qui porte sur le sujet des fantômes. Pour donner un tout petit peu une idée de ce que c'est aussi une résidence, et qui porte ce nom, Les Furtifs. Les Furtifs, c'est un livre d'Alain Damasio, un roman. Je ne sais pas si vous connaissez Damasio, c'est un auteur de science-fiction français. Et dans ce livre, Les Furtifs, c'est des êtres qui sont à la fois des êtres de chair et de son, donc pas des humains, mais qui sont capables, en fonction des endroits où ils se trouvent, de se métamorphoser. Et on avait envie d'inviter les artistes dans une institution à se métamorphoser au contact de celle-ci, mais aussi de métamorphoser l'institution au contact des artistes. Si je peux me permettre un parallèle, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu proposes aussi avec ce format, puisque tu donnes la parole aux étudiants et d'une certaine manière, le fait que vous parliez, ça change le lieu où vous êtes, l'institution. Donc, passons sur mon métier. Mais Nathalie, je pense, a eu envie de m'inviter parce que mon travail, c'est quand même de regarder et aussi, puisque je choisis les œuvres
dans les expositions, d'inviter à regarder avec moi. Alors, encore une fois, j'essaye de le faire de manière non autoritaire. Donc, c'est une direction dans laquelle on regarde ensemble, mais qui n'a pas vocation à vous dire voici ce qu'il faut regarder et comment le faire, mais plutôt, j'espère, donner l'occasion de vivre une expérience, de faire dialoguer des œuvres entre elles par votre propre regard. Moi, je suis juste là pour vous aider un peu, mais l'idée, c'est que chacun regarde là où il a envie. Et puis, le sujet de la conversation, donc, qui est le regard des autres, ça m'a interrogée un peu sur ce que ça signifie par rapport à l'art contemporain et aux arts visuels, cette question du regard des autres. Et je vais parler d'un truc un peu, qui est personnel, d'une expérience personnelle qui m'a amenée à choisir ce métier et qui est peut-être une première rencontre à la fois avec mon propre regard et celui de quelqu'un d'autre, ou plutôt celui de quelque chose d'autre. Donc quand j'étais au lycée, quand j'avais 17-18 ans, au moment où peut-être Cédric tu donnais des cours à des terminales, j'étais donc lycéenne et j'étais dans un état d'âme pas très je fais bien le lien là, dis donc. J'étais dans un état d'âme pas très heureux. Je pense que c'est un moment de la vie compliqué, l'adolescence, en tout cas ça l'a été pour moi, et donc je peux dire que j'étais assez déprimée et j'avais du mal à trouver dans les cours en fait, même si j'aimais bien l'école, un sens à mon existence, et je cherchais un peu mon chemin. La philosophie m'a aidée plus tard, mais j'arrivais pas à ce qu'elle m'aide à ce moment-là. Elle me posait plus de questions qu'elle ne répondait à mes problématiques, et ça m'effrayait un peu. J'étais déjà encline à regarder de l'art personnellement, donc je suivais des cours d'histoire de l'art au lycée. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais en tout cas, j'aimais déjà regarder de l'art. Et puis, il y a eu une rencontre. J'habitais dans une petite ville en banlieue parisienne, et on est allé au musée d'art moderne de la ville de Paris, et j'ai rencontré un tableau, qui est une peinture d'Yves Klein. Je sais pas si vous connaissez Yves Klein, mais c'est quand même un peintre assez connu. Enfin voilà, c'est un artiste assez connu du XXe siècle. Enfin, en l'occurrence, je dis peintre parce que ce qui moi m'a touché, c'était une peinture, un monochrome bleu. Je pense que vous connaissez, souvent on connaît Yves Klein par ses monochromes. C'est la couleur Klein. Et je savais pas ce que je regardais. Parce que j'avais pas encore les codes que j'ai acquises avec le temps et avec mes études. Mais j'ai été bouleversée par ce que j'ai vu. Et au-delà de ce que j'ai vu, j'ai senti alors c'est un peu bizarre dit comme ça va faire mystique, mais j'ai senti qu'on me regardait et que le tableau me regardait, et que parce que le tableau me regardait, d'une certaine manière, je n'étais plus seule. Et ne plus être seule à 17 ans, c'était plutôt réconfortant. Et au-delà du réconfort, en fait, ça m'a permis de donner un certain sens à la vie. Et c'est ce qui m'a amenée à choisir ce métier. Et plus tard dans ma vie, j'ai décidé, encore une fois de manière assez personnelle, de suivre une analyse. Et dans cette analyse, j'ai appris, donc il y a un des grands psychanalystes qui est Jacques Lacan, et qui parlait de 3 états dans la relation au regard, qui est « je regarde ». Je suis pas psychanalyste, par ailleurs, je dis ça, je suis vraiment pas experte. Je regarde, tu me regardes, et je me fais regarder. Et je pense que le jour où ce tableau m'a regardé, c'était ce 3e temps. Et c'est peut-être le plus difficile, parce que regarder, finalement, peut-être que c'est un état assez naturel. Être regardé aussi.
Mais savoir se faire regarder, soit faire cet exercice que je suis en train de faire où je vous parle, bah, c'est très très effrayant. Et ouais, étrangement, je crois que l'art, ça nous aide à faire ça. Voilà. Merci. Pour ces très belles interventions réconfortantes. Oui, quand même, parce que voilà. Et je vois que l'heure passe. Vous avez été un peu bavard, mais c'est parfait. Et donc, non, c'est au contraire. Et donc, on peut peut-être commencer à échanger avec la salle s'il y avait des questions. Oui, Marco, s'il te plaît. Oui. Vous allez avoir. Peut-être par délicatesse, j'aurais dû laisser un étudiant parler, mais il y a un point qui me tient un peu à cœur, et en particulier, je fais un commentaire sur l'exposé de mon collègue, Monsieur Brun. Comme vous avez parlé, parce que nous sommes ici, il y a beaucoup d'enseignants, il y a des étudiants, et puis il y a la relation enseignant-enseigné. Vous avez dit que vous avez qualifié, il faut qu'il y ait de la confiance. Et vous avez parlé que ici en France, il n'y a pas suffisamment de confiance. Moi, je pense que cette relation entre les enseignants et l'élève vient du fait de la peur de l'élève, de l'étudiant, je dirais, finalement de se tromper. D'une manière générale, il y a un retard dans notre pays, ici, du point de vue de la réflexion en matière de sciences de l'éducation, où finalement on a pénalisé l'erreur, alors que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Malheureusement, les travaux, que ce soit ceux de Piaget ou d'un informaticien de renom qui était à l'origine de l'IA, qui s'appelle Seymour Papert, avec le langage Logo qui maintenant, avec sa version qui s'appelle Scratch, ont beaucoup travaillé là-dessus. Et dans votre institution, il a été soutenu, d'ailleurs, une thèse en 1985 sur l'utilisation de Logo dans un environnement non directif. Donc, moi, je suis prof émérite ici, donc ça fait... Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne me manifeste pas souvent, j'ai occupé le premier poste de traitement de signal à l'ENSERM, et auparavant j'avais enseigné à Rabat et à Berkeley, où j'avais vu d'autres horizons. Et donc, en arrivant ici à l'ENSERM, j'étais très sensible sur la manière d'enseigner. J'étais très influencé par Papert, et en particulier pour donner confiance aux étudiants et les interroger. Pendant que je faisais cours, je regardais le regard des étudiants, et d'emblée je les interrogeais, je les faisais passer au tableau, non pas pour les pénaliser, mais pour leur demander ce qu'ils n'avaient pas compris. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'est un point qui est assez unanimement reconnu sur le système éducatif français, qu'on a plus l'habitude de pointer. Alors on parle même plus d'erreurs, on parle de fautes à l'école. Enfin, c'est des fautes, pas des erreurs. C'est ce qui est incompréhensible au fond. Vous avez fait une faute en mathématiques, vous avez fait une faute de français, vous avez fait une faute de... Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est précisément ça. C'est-à-dire que notre système met dans la tête des élèves qu'il y a une bonne réponse à apporter d'abord, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, en sciences, on le sait bien qu'il n'y a pas toujours de bonne réponse à apporter. Deuxièmement, qu'il y a un côté un petit peu bizarre quand même à poser des questions où les profs ont déjà la réponse. Ça vous a jamais frappé? Moi, ça m'a agacé au possible quand j'étais au collège, au lycée. Pourquoi il me pose la question? Il sait déjà. Il y a un côté bizarre quand même dans ce truc-là. Pourquoi on ne nous demande pas de poser nos propres questions? Pourquoi on ne nous apprend pas à poser des questions? Et notons en passant que du point de vue de l'apprentissage de la méthode scientifique, c'est sans doute beaucoup plus pertinent. Et je parle de méthode scientifique, mais c'est la même chose en sciences humaines, en anglais, etc. Donc oui, il y a un rapport en fait au savoir qui est problématique. Et bon, on pourrait faire des tas de commentaires sociologiques, politiques, sur les raisons de ce système en France, qui au fond préserve un certain nombre de structures sociales, plutôt que d'essayer vraiment de construire, on va dire, une émancipation par l'éducation. Ça nous entraînerait très loin.
Oui, moi j'avais une question pour vous, Monsieur Brun. C'est quand vous avez abordé le premier point au sujet des réseaux sociaux et que vous avez dit que ça nous exposait beaucoup à la violence. Est-ce que vous sous-entendiez qu'il faudrait donc se retirer des réseaux sociaux? Je suis pas prescriptif. C'est-à-dire que là, et surtout, je suis mal placé pour le dire, puisque j'avais décidé de sortir de X depuis que ça a changé de main, que j'y suis encore. Un petit peu par intérêt d'entomologiste, pour voir comment ça continue à évoluer. Mais bon, je suis allé sur Blue Sky aussi, je suis allé sur Mastodon, donc plein de réseaux. En tout cas, si ça vous fait souffrir, ouais. Enfin, moi, je crois qu'il y a un truc une règle de base pour tout, c'est que si ça vous fait pas du bien, arrêtez. En vrai, c'est super important. C'est super important. Moi, j'ai fait des longues périodes où j'y allais plus parce que je me prenais des shit. Enfin, notamment pendant le Covid où j'ai pris parti contre un certain druide à Marseille sur des enjeux de santé publique. Et où je me suis pris des shitstorms monstrueux pendant 15 jours et j'ai dit, bon, allez, je m'en vais, c'est pas la peine de me ruiner la santé. Quand vous avez 1000 notifications en une demi-heure parce que vous avez une horde de... C'est pas bon, c'est pas sain, quoi. Donc, mettez ça à distance. C'est mon seul conseil. D'accord, merci. Bonsoir. Alors moi j'avais une question pour Monsieur Renard. Quand vous parliez tout à l'heure de l'attitude dans les rôles sociétaux, en fait je me demandais si le regard des autres, enfin le regard de la société justement, nous imposait pas d'injonction sur nos comportements, la façon d'être un bon parent, ou d'être un bon étudiant ou un bon professeur. Donc finalement, est-ce que cette latitude serait pas plutôt réduite à une façon de faire que nous impose la société ? Oui, donc en même temps, pour un sociologue, c'est pas que la société vous donne un ensemble de normes qui vous permettent de remplir les rôles sociaux qu'elle attend de vous. C'est normal. Si vous voulez, la difficulté, elle vient quand chez l'individu auquel on veut faire passer cette norme, il ne la considère pas comme une marche, mais comme une barrière. Donc voilà, et c'est là où, bien évidemment, il y a un travail social et spécifique à faire, propre à chaque institution, pour que, voilà, quand on pose un jalon, finalement, hop, ça permette d'avancer et non pas, bim, de s'arrêter. Et nous, en tant que pédagogues ou responsables, parfois, c'est vrai qu'on peut être un peu courroucé parce qu'on a l'impression d'être bienveillant et de permettre l'émancipation, le terme a été employé, et que, parfois, on se prend dans la figure, mais non, je déciderai moi. Bon, voilà. Alors, on voit derrière tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir. En même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que le champ de liberté auquel vous aspirez, il a beaucoup évolué dans la société. Il se faisait autour de rôles sociaux qui étaient très encadrés, qui étaient limités, etc. Par exemple, je veux être un citoyen, donc j'ai le droit de voter à 18 ans. Très bien, ouais, voilà. Aujourd'hui, ça fait rigoler quand on dit à un étudiant t'es citoyen parce que t'as le droit de voter, il dit non mais vous avez rien compris. Un comportement politique, c'est pas simplement aller voter, c'est pouvoir manifester, c'est pouvoir envoyer des tweets, faire un sitting, prendre le bureau d'assaut de votre directeur, voilà, c'est tout ça. Et si on vous empêche de le faire, vous allez dire vous me reconnaissez pas dans ma pleine entité de citoyens participant à la société, etc. Donc la société, elle a beaucoup bougé là-dedans. Et ce qui nous manque, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir les repères. Mais il faut les co-construire. Ça, c'est un acquis. C'est-à-dire que des institutions, il y a, dans une société plus encadrée, elle vous aurait dit la norme, c'est ça. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Je ne sais pas, prenez l'institution religieuse, en matière de comportement sexuel, elle dit presque plus rien, ou en tout cas,
elle dit des choses, mais qui relèvent plus de la morale que de la norme et de la prescription pure et dure. Donc, on peut prendre toute une série d'exemples comme ça. Encore une fois, des fois, ça ne facilite pas votre rôle parce que c'est à vous de placer le curseur, mais vouloir vous interdire de placer vous-même le curseur, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver une organisation des institutions de la société qui nous permette de le faire collectivement, bien sûr avec le souci d'équité et de justice sociale le plus grand, même si parfois on n'est pas d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une société juste, c'est reconnaître quelle différence par rapport à d'autres, il y a débat. Bon, ben ça c'est la sphère de la politique et heureusement qu'il y en a. Tout va bien, merci. C'est une question qui s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'en fait, le vrai problème dans le regard des autres, c'est pas son regard sur les autres, finalement, et que si on arrivait déjà à avoir un regard bienveillant et respectueux, ouvert sur les autres, et ben en fait, on ne s'attendrait pas forcément à recevoir un regard jugeant et fermé et clivant de la part des autres sur soi. Ben, je ne sais pas quoi dire d'autre que oui, en effet. Si, comment répondre à mon endroit, surtout, en tant que commissaire. Je pense que quand on regarde de l'art, en tout cas, on essaye. Alors c'est particulier en plus pour l'art contemporain, en l'occurrence, il y a énormément de jugements. Donc, et il y a beaucoup de craintes. Les gens ont du mal à franchir le seuil du musée. Mais l'idée, c'est quand même, en tout cas dans mon rôle de commissaire, de permettre aux gens de regarder quelque chose sans avoir peur de le regarder avec sa propre expérience et de ressentir quelque chose qui lui est personnel. Et donc, ouais, il y a un peu de déconstruction à faire pour, ouais, je sais pas, pour être dans la bienveillance. Je sais pas, oui, je suis d'accord avec vous, voilà. Oui, deux petites réponses. Une, c'est la fameuse loi de Tocqueville, hein, c'est-à-dire que en fait, plus on est une société ouverte et tolérante, ce qui est le cas quand on regarde les enquêtes et les valeurs, on l'a jamais été autant. Plus on est sensible à ce qui nous empêche d'arriver le plus près de voilà, hein, de la réalisation totale de la valeur. Donc, il y a une sensibilité très forte, bien évidemment, à tout ce qui relève de l'intolérance, sans vouloir nier les phénomènes d'intolérance qui existent et qui sont visibles dans la société. Mais voilà, quand on regarde au niveau des enquêtes générales des valeurs, quand les sociologues font ce type d'enquête d'opinion, ben, ils voient bien qu'on n'a jamais été aussi tolérant et ouvert sur la différence. Et puis, le deuxième, du coup, je l'ai perdu. Ce qui me faisait penser à la bienveillance, je ne sais plus. Je sais plus. Donc, désolé, si ça me revient, je le dirai, mais ça m'avait fait penser à quelque chose d'autre. Ce que vous disiez sur l'ouverture. Voilà. Donc, en tout cas, il y a, d'un point de vue, encore une fois, sociologique, il y a cette fameuse loi de Tocqueville et ça marche assez bien. Hein, on a du mal à la démentir. En deux mots, je ne sais pas si la bienveillance suffit, en fait. Je suis pas persuadé. Parce que dans la bienveillance, il y a vraiment cette idée que je pars du présupposé que mon regard sur l'autre doit
être accommodant, doit être respectueux, doit prendre en charge ou prendre en compte, en tout cas, les contraintes dans lesquelles autrui vit, etc. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, puis c'est pas toujours juste. Parce qu'à vrai dire, il y a des moments où moi-même, enfin chacun d'entre nous, je pense, on n'est pas en situation d'être bienveillant. Et ça aussi, enfin, faut l'assumer. Donc, on peut pas être bienveillant 24 heures sur 24, ou alors on serait tous, je sais pas moi, Sœur Emmanuelle, Gandhi, etc. Enfin, moi, il y a des moments, je suis saoulé, quoi. Et je pense qu'on l'est tous. Parce que le comportement de l'autre, on ne le supporte pas, parce qu'il a dit ou elle a fait quelque chose qu'on peut pas supporter au sens quasi physique du terme. Donc, je crois que l'injonction à la bienveillance, pour moi, elle me fait un peu penser à cette injonction qu'on a aussi sur de résilience, quoi. En gros, faudrait passer à travers tout, quoi. Ouais, je vais supporter. Je veux dire, même une maladie terrible, ça devrait être un moyen de se grandir. Non, enfin, quand on est vraiment malade, on ne se grandit pas. On est en train de se faire dessus, on est affaibli, on perd des éléments de notre dignité, ou en tout cas on a le droit de le ressentir comme ça, et on n'est pas tout le temps obligé d'être un battant, une battante, ou un bisounours. Enfin, je caricature un peu, mais je pense que c'est vraiment super important qu'on prenne aussi en charge le fait que il y a des circonstances, il y a des conditions de vie, il y a et on ne choisit pas en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que vous pouvez vouloir être bienveillant et être un sale con. Et ça arrive, je pense, à tout le monde. Regardez la manière dont le fait d'être au volant transforme les gens. J'avais envie de réagir à ce qui vient d'être dit par Cynthia et par Cédric Brun. J'ai failli poser quasiment la même question. Et j'entends ce qui est dit sur la bienveillance, mais je trouve que c'est une denrée rare quand même, et donc précieuse. Et je pense, pour rebondir, en tout cas moi je suis intimement persuadée que pour être bienveillant avec les autres, il faut d'abord être capable de l'être avec soi-même. Et que un certain nombre des jeunes que je croise tous les jours ont du mal à être bienveillants avec eux-mêmes, portent un regard parfois très jugeant sur eux-mêmes. Peut-être parce qu'ils sont passés par, ça peut être un des facteurs, ce système éducatif où il est toujours question de faire des fautes. Je précise que je suis prof de langue, et pour l'anecdote, quand mes étudiants, quand on les corrige au passage, au détour d'une conversation, souvent ils disent « Ah oui, sorry ». Et donc ils s'excusent, voilà, d'avoir fait une faute. Ce qui me fait toujours sourire, parce que en fait c'est inévitable, quoi, quand on apprend une langue, de faire des erreurs. Voilà. Mais il y a une espèce de conditionnement comme ça à porter un regard finalement assez dur envers soi-même. Et j'ajouterais, puisqu'on est familier du public qui est ici, après tout, pour revenir au public qui est le nôtre, qu'en plus, un point commun de nombreux étudiants de cette école, c'est qu'ils sont passés par l'entonnoir, la moulinette de la classe prépa quand même. Et là, j'ai une question pour les étudiants peut-être, qui est finalement dans quelle mesure, donc c'est vraiment, je sais pas, je vous demande, dans quelle mesure être passé par une classe prépa, pour certains d'entre vous, ne vous a pas rendu finalement encore plus vulnérable peut-être au regard des autres. Voilà, je sais pas, c'est une question que je me pose. Alors du coup, je vais réagir directement à ce que vous dites. Étant passée par une classe prépa, je pense que justement, c'est mon regard envers moi-même qui a changé. C'est-à-dire que avec la dose de travail qu'on a donnée et les résultats qu'on obtenait en retour, on se sentait pas valorisé, clairement pas. Et du coup, ça a clairement affaibli, comme vous dites, ma bienveillance envers moi-même en fait. Et
Et je pense que pour rebondir sur la bienveillance envers les autres, je suis pas sûre que ce soit être bienveillant avec les autres qui va faire qu'on va moins prendre leur regard mal. Parce que justement, je pense que beaucoup de gens qui ont du mal avec le regard des autres, ils sont probablement bienveillants avec les autres. Enfin, je pense que du coup, c'est plus justement, comme vous dites, cette bienveillance envers nous-mêmes. Et effectivement, la prépa, pour le coup, c'est un coup dur pour nous-mêmes, je trouve. Voilà. Si d'autres étudiants veulent réagir. Moi, je suis pas à la fin de mes 2 années de prépa, je suis dans ma 2e là. Et je voulais juste dire que j'ai recueilli un petit peu des témoignages, enfin des amis qui me disent, etc. Et qui me disent, moi, en 20 années de vie, j'ai jamais ressenti un manque de confiance en moi. Et là, après ces 2 ans de prépa, c'est la première fois que je me sens nulle, entre guillemets, que j'ai l'impression de donner beaucoup de moi-même et de voir rien en retour. Et du coup, on ressent vraiment cet impact que la prépa a eu sur nous et sur notre mental. Et c'est vrai que du coup, ça joue beaucoup. Et enfin, la vision qu'on a de nous-mêmes et la bienveillance qu'on a envers nous-mêmes, elle décroît beaucoup parce qu'on se remet beaucoup en doute, on a l'impression de faire mal les choses et de pas donner des résultats assez satisfaisants. Et du coup, c'est vrai que oui, ces 2 ans en prépa, elles ont un grand impact et que ça peut beaucoup jouer pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, pour être passé aussi par la prépa en 3 ans, parce que c'est soit 2, soit 3, c'est un moment qui est assez difficile. On nous le décrit avant d'y entrer. Enfin, pour ceux qui se renseignent, on sait que c'est un moment vraiment difficile. On va nous pousser à bout scolairement, donc énormément de choses à apprendre, même trop. On n'est pas capable de tout assumer. Enfin, je pense que personne n'en a été capable. Pour autant, on a ce côté-là on est poussé à bout. C'est difficile, mais on acquiert aussi des amis un peu pour la vie, puisqu'on est tous dans la même situation. Donc il y a ce côté réconfortant, même si on n'a jamais les attendus que les profs attendent de nous. Enfin, on n'est pas capable de faire ce qu'ils attendent de nous. Pour autant, quand on sort de prépa, on a pour la plupart acquis une force, parce qu'on connaît nos limites, on sait de quoi on a été capable, même si on n'a pas été capable de tout faire. Et je pense que même si c'est une expérience assez difficile et pour tout le monde, on en est ressorti aussi un peu grandi vis-à-vis de notre vision et notre regard envers nous-mêmes, parce qu'on sait de quoi on a été capable, on sait qu'on s'est donné à fond, et on a acquis cette force-là, et même on a assumé le regard potentiellement des professeurs qui nous posaient des questions et dont on n'était pas capable de répondre. Voilà. C'est pas un peu un biais du survivant ? Si, totalement, mais sauf qu'on nous avait prévenus. Enfin, moi, quand on m'avait vendu la prépa, on m'avait dit que c'était un moment difficile et c'était un peu une notion de survie. Donc, on n'allait pas sortir de notre chambre. Enfin, quand on rentrait chez nous, c'était pour travailler. Il y avait trop de devoirs, donc il fallait en trier sur. Enfin, on n'était pas capable de tout faire, donc il y en a qui allaient être abandonnés. Puis, il fallait assumer le lendemain le fait de ne pas avoir tout fait. Et en fait, c'était cette bataille-là tous les jours. C'est dur les premiers mois, mais à force, ça dure 2 ou 3 ans, comme je l'ai dit. Et à la première année, on se rend bien compte de ce qu'on a été capable de faire et on est prêt pour la 2e où là, on apprend vraiment beaucoup de choses. Voilà. Il y a encore une question. Oui, bonjour. Je voulais juste faire deux petites remarques. La première sur le miroir déformant du début. Sur l'image du miroir déformant qui est tout à fait juste, mais je crois qu'ici, quand on fait des fois un traitement du signal, on est obligé de déformer le signal pour en voir certaines des caractéristiques. C'est-à-dire qu'à travers cette vision déformée que nous offre l'autre, là, c'est peut-être, il y a un bout de vérité dedans, c'est-à-dire que ça sort pas de rien. Et si vous déformez un signal pour l'étudier, dedans vous allez avoir des scories qui vous intéressent plus. Et dedans, vous avez peut-être la partie de signal que vous êtes en train de chercher à comprendre pourquoi ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, le travail très difficile qu'on a de faire par rapport à ce miroir déformant, c'est finalement d'en chercher la pertinence, comme si à travers, ou je sais pas, un prisme par exemple, vous décomposez quelque chose d'une réalité pour en chercher
quelque part une caractéristique, et donc vous êtes obligé d'enlever les autres, de trier. Donc la liberté que l'on a par rapport au regard de l'autre, c'est vraiment une liberté d'inventaire, c'est-à-dire ça m'a déformé. Mais cette déformation, elle va peut-être mettre ce point-là en relief, qui va me déranger sûrement. Hein. Peut-être que je le comprendrai dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, je m'en fous. Et donc on ne peut pas la rejeter entièrement, mais en même temps il ne faut surtout pas l'accepter entièrement, parce qu'elle est déformée. Et ce travail de tri, je crois qu'il faut une vie des fois pour arriver à le faire complètement. C'est vraiment difficile, je trouve, d'accepter cette déformation et de ne pas en être l'esclave de cette déformation, d'en être le maître finalement. Et un deuxième point, ça c'est mon grand traumatisme actuel, même à mon âge, on a parlé de la société. Je voudrais vous signaler que la société, c'est nous. Mine de rien. Et ce qui est assez bizarre, c'est que la société, en tant que somme d'individus, n'a absolument pas le même comportement que chacun d'entre nous. Donc j'ai l'impression qu'on tombe sur une espèce d'abstraction. Mais en même temps, ce qui m'a toujours choqué dans l'être humain, c'est que j'entends ici des souffrances. Je lis partout ces souffrances de mal-être, ces souffrances, on me demande de faire ça. Mais en même temps, c'est bien nous-mêmes qui infligeons ces mêmes souffrances aux autres, quelque part. Je ne pense pas que l'humanité est partagée en 2 camps. D'un côté, ceux qui font dire « tu dois te comporter comme ça » et ceux qui sont complètement passifs. Et j'arrive pas à comprendre comment s'articule justement cette espèce de souffrance individuelle que l'on a et notre incapacité, alors peut-être pas de la bienveillance, mais de ne pas... Enfin oui, évidemment, on retourne des fois la violence qu'on a reçue comme ça, peut-être qu'il y a ce mécanisme-là, mais je comprends pas pourquoi on juge les autres quand on ne supporte pas d'être jugé, par exemple. Après, sur le mot jugement, on adore par contre être bien jugé. Il faut voir que dans tous vos trucs, il y a le sous-entendu mauvais jugement, hein, parce que si vous me dites que je suis beau, je vais pas vous engueuler. Votre beauté, c'est vous, comme on dit, hein, donc vous inquiétez pas. Non, mais oui, peut-être la réponse que fait la Boétie à la servitude volontaire, vous le savez, hein, c'est que on accepte d'obéir ou de souffrir. Enfin voilà, ça peut valoir. C'est de finalement on le fait parce qu'on se dit qu'il y a pire que nous. Il y a toujours une situation où d'autres souffrent plus que nous et on accepte son sort. C'est comme ça, en tout cas, qu'il explique que, alors que face au tyran, il nous suffirait, le philosophe me corrigera, hein, mais voilà, face il suffirait de ne plus obéir et puis voilà, il n'y aurait plus cette contrainte. Nous ne le faisons pas. Donc il y a quand même une explication qui voilà, qui tient bon à travers les siècles. Après, sur la société, je suis d'accord. Ce à quoi nous obéissons, c'est nous qui le créons. Très bien. En effet, il faut essayer de comprendre. Alors, soit vous êtes dans une vision de la domination, et effectivement, vous dites, ce pauvre individu avec ses états d'âme que je vous ai décrivés tout à l'heure, eh bien, il est victime d'une forme de domination. La société, des institutions le condamnent à accepter son sort, c'est douloureux, et donc il est dominé. C'est un discours largement répandu parmi les sociologues, et qui, pour le coup, a été très bien transmis au niveau de l'institution scolaire. Quand on corrige des copies en première année à Sciences Po à des concours, on a une collection de dominés, hein, à tous les égards. Donc, ça, c'est bien transmis. Ou vous dites non, finalement, effectivement, c'est nous, en tant qu'individu, comme je l'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui finalement faisons un calcul qui n'est peut-être pas le bon. C'est-à-dire, on fait une résistance personnelle et on se convainc que les solutions, pas terribles, mais finalement qu'on peut avoir avec les autres, on va les accepter et on ne va pas bouger la société, bouger le système, et donc on va à notre niveau individuel ou au niveau de nos rôles sociaux reproduire des choses qu'on ne devrait pas reproduire, qu'on ne devrait pas accepter. Mais c'est tout le paradoxe de la société. Parfois, il y a des entrepreneurs de morale, comme dirait un sociologue, qui arrivent et qui disent « Non, non, mais là,
Ça, c'est plus possible, hein. Bon, là, on en a des exemples partout, MeToo, tout ce que vous voulez, etc., en disant, ben non, cette société-là, elle n'est plus, ça ne remplit, on ne peut plus le tolérer. Et donc, ça va changer petit à petit. Les normes sociales, la société va évoluer. Mais bien évidemment que tout cela se fait dans cette interdépendance-là entre le tout collectif. Voilà, les étudiants le disent bien, on nous impose, on m'impose, je sens que le regard des autres, il est bien présent, il est objectivé à travers toute une série d'institutions. Et en même temps, on a cette liberté, mais certains refuseront le terme, face à ce déterminisme-là qui pourrait faire qu'on ne va plus accepter cette contrainte. Donc, oui, c'est compliqué, ça se construit dans les institutions pour qu'à un moment, hop, on permette à l'individu de ne plus se poser cette question-là, d'être, de par la façon dont il va exercer son rôle social, être libéré de cette interrogation permanente et qui est très forte, qui peut être métaphysique pour le coup, qui pèse sur nous quand la société ne nous libère pas de ces interrogations-là. Mais la tendance, c'est plutôt de penser qu'elle ne nous libère pas du tout, puisque au contraire, elle nous contraint. Mais faites de la sociologie. Et créer. Parce que là, il y a un moyen quand même, hein, c'est la création. Hein, voilà, hein, c'est quand même, je pense, un moyen de s'échapper, pour le coup, de ces déterminations d'une certaine façon. Il est temps un petit peu de conclure. Donc, Antonio, s'il te plaît, tu peux nous projeter la... Il n'est pas là, Antonio? Il est parti. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je voulais vous inviter à regarder pour un petit peu réfléchir aussi dans la continuité de ces échanges vraiment très enrichissants avec les intervenants, que je remercie beaucoup, et puis avec les étudiants. Donc, c'était vraiment un moment partagé très chouette, oui, comme dit Cédric. C'est quand on est vieux, pouf, mon Dieu, bah oui, on est vieux, c'est pas si grave. Voilà, et je voulais conclure par une estampe, voilà, l'estampe de Marcus Rayes, qui vous voyez, en fait, c'est un miroir posé à plat, dans lequel va se réfléchir le mi et qui va devenir le oui, c'est-à-dire le moi qui va devenir le nous. Et donc, vous pouvez un peu réfléchir sur qu'est-ce que ce nous. Et puis, vous dire que c'est vrai qu'on a parlé, on a parlé de choses compliquées quand même, que les étudiants vivent tous les jours, que même les enseignants peuvent le vivre aussi, et qu'il y a des solutions. Et que les solutions, c'est peut-être venir au réseau pour essayer de trouver la douceur de la parole qui fait du bien. Merci à tout le monde.